Bonjour. En 2018, la Société historique de la vallée M'Ramcook a décidé de ramener les ancêtres de la vallée avec Les morts ont des choses à dire. Aujourd'hui, on écoute un enregistrement de cette activité populaire. On a rendez-vous au cimetière de l'église de Saint-Thomas, où Marie Légère, née en 1892, nous présente les ancêtres de la vallée. Bonne visite au cimetière! Pour l'amour du Saint, bon Dieu! Jamais je croirais qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce qu'on a à dire, nous autres, les morts. Ben, je vais commencer par vous expliquer comment ça se fait qu'ils m'ont demandé de faire la tournée du cimetière. Je me présente, je suis Marie Légère. Je suis la fille de François Landry et Marguerite Viennot du village du Bois. Je suis née en 1892. Je suis pas mal bien préservée, hein, pour une femme de 126 ans. Oh, j'ai eu une bonne jeunesse. Pas plus pauvre, pas plus riche que les autres. Mais j'ai appris à écrire, puis à lire. Puis aussi à jouer du piano. Dans mon adolescence, j'ai rencontré le beau Édouard Légère dans Bois-de-la-Montagne. On s'est mariés, j'avais 19 ans. C'était au début des années 1900. Puis comme il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages par ici, on a fait comme les autres. On est allé aux États, travailler par là-bas. Dans les shops, dans les grosses business. Puis, on a travaillé dur. Pour un bout, on a travaillé là pour plusieurs années. Mais là, on a commencé à s'ennuyer de nos familles puis notre chez nous. Puis on était un petit peu tannés de se tordre la langue pour se faire comprendre. Oh, sauvez-vous pas. On a bien appris des choses par là-bas, en plus de parler anglais. On a appris à travailler dur. On a appris à se débrouiller. Puis on a appris à faire affaire. Ça fait quand on est revenu par chez nous, on a été s'établir avec mon beau-père Sylvain, en bas de la montagne. Lui avait une entreprise de pompes funèbres. Ça, c'est des grands mots pour dire qu'il vendait des cercueils, puis s'occupait des corps une fois morts. Dans ce temps-là, on n'embaumait pas encore. On préparait le corps dans son cercueil, on l'exposait dans le salon ou dans le note, puis tout était fini dans 3 jours, pour être sûr que le corps ne commence pas à se décomposer. Ça fait qu'Édouard, lui, il s'occupait de la business. Il était bon à ce qu'il faisait. C'est lui qui s'occupait d'acheter des choses, d'échanger pour des services qu'on offrait aux gens. Des fois, on échangeait des fermes, des animaux. On a même échangé un chalet, qu'encore sur le bord de la rivière, avec des hauts villages. C'est comme ça qu'on se payait dans ce temps-là. C'est en 1937 que j'ai appris qu'il y avait un cours d'embaumeur qui se tenait à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Puis, du fait que j'avais pas d'argent, pas d'enfants, j'ai été. Ben, croyeriez-vous que je suis la première femme acadienne d'avoir eu son diplôme d'embaumeur? Ça fait que c'est pour ça que c'est moi qui vous amène aujourd'hui faire la tournée du cimetière. On sait jamais. Il y en a peut-être là-dedans que c'est moi qui les ai embaumés. Venez-vous-en. Je suis sûre qu'on va rencontrer du monde qu'on connaît. Oh ben, c'est Geneva. Venez. Allô, Geneva. Ben, tu regardes bien. Ah ben merci Marie, ça va bien? Oui. Je vois que j'ai fait une bonne job. Oui. Je t'ai amené du monde, Marie. Ben allô vous autres? Ah ben je suis contente de vous voir. Moi je suis Regina Cormier, une sage-femme du Chériac Road, pas trop loin d'ici là. Moi je suis née en 1884, puis je suis morte à l'âge de 75 ans.
Vous savez pas c'est quoi une sage-femme, hein? Ben, je vais vous le dire. Une sage-femme allait aider les mères à mettre au monde un enfant. Dans ce temps-là, les mères accouchaient à la maison. Il y avait pas d'hôpital proche dans ce temps-là. Ben, il y avait un docteur, par exemple. Le bon docteur Camille. Quand la mère était prête à avoir son enfant, quelqu'un venait me chercher. Ah oui, il venait me chercher parce qu'il n'y avait pas grand téléphone dans ce temps-là. Ah, puis des fois, là, il venait même en pleine nuit. Ah, puis l'hiver, avec la neige, puis pas de chariot pour ouvrir les chemins. Ah, des fois, on calait dans la neige, ben, on finissait tout le temps par se rendre. Puis là, il fallait que quelqu'un aille chercher le docteur Camille à cheval. Puis ça pouvait arriver des fois que s'il restait loin, là, qu'avant qu'il arrive, le bébé était déjà au monde. Puis parce qu'on avait des grosses familles, il y en avait beaucoup de sages-femmes, il y en avait dans tous les coins de la paroisse. Mais moi, j'étais la première arrivée. Puis quand j'arrivais là, je préparais tout ce que le docteur avait besoin. Puis là, j'accompagnais la mère jusqu'à ce que le bébé naisse. Puis le père, là, il venait pas dans la chambre. Ah ben non. Lui, là, il était dans une autre pièce de la maison, puis il attendait. Des fois, il priait. Puis s'il y avait d'autres enfants, ben, il fallait bien qu'il s'en occupe. Mais on n'était pas payé pour notre métier. C'était du bénévole. Des fois, on nous aurait peut-être bien donné des patates ou du jardinage. Ou bien si c'est une famille qui avait une ferme, peut-être bien qu'on nous aurait donné un morceau de viande. Ça dépendait. Mais mon travail, là, il était très valorisant. Oh, on était les premiers à voir ce petit bébé-là naître, là. On s'émerveillait devant ces nouvelles vies. On lavait tout le bébé, puis on l'habillait. On l'emmaillotait dans une couverte, là. Puis là, on le donnait à sa mère. Et puis des fois, il y avait des cas difficiles, par exemple. Ben, on finissait tout le temps par en venir à bout. Moi, j'avais une corde avec des médailles religieuses dessus. Puis je mettais ça autour du ventre de la mère pour la protéger, puis le petit bébé qui s'en venait. J'en ai jamais perdu un, moi, bébé. Hey, si vous venez du Shediac Road, j'ai peut-être aidé votre grand-mère à accoucher. Ah, puis j'ai assez aimé mon métier, là. Des fois, je restais même avec la mère pour une semaine après pour l'aider. Parce qu'on avait besoin de beaucoup de repos après, puis la mère, elle pouvait pas faire de la grosse ouvrage. Ça fait qu'elle avait besoin de quelqu'un. Puis dans ce temps-là, là, les mères, ils sortaient pas de la maison pour une trentaine de jours après. Puis parce qu'on baptisait les bébés tout de suite après la naissance, pas une mère pouvait assister au baptême de son enfant. C'était la marraine qui portait le bébé. C'est juste comme ça que c'était. Puis là, avec les temps modernes, l'arrivée de l'Américaire, puis la nouvelle technologie, le monde a commencé à croire que c'était mieux d'aller à l'hôpital pour avoir deux petits. Puis là, c'est ce temps-là que mon métier, là, il a commencé à perdre de sa valeur. Puis là, petit à petit, il a disparu. Ben, apparemment que ça revient. On me dit que le monde retourne aux affaires naturelles. Là, ça a l'air qu'il y a des doulas puis des sages-femmes pour aider les mères avec leur grossesse. Ben, apparemment qu'il faut que tu ailles à l'université pour 4 ans pour apprendre à mettre un enfant au monde à cette heure. Pour moi, c'était mon expérience qui m'a donné mes connaissances. Pareil comme à celle-là qui est venue m'aider d'accoucher de mes 2 enfants. On avait toute la charité de notre prochain à cœur. Oui! Mon père m'a envoyé te chercher. Faut que tu viennes tout de suite. Ma mère a besoin de toi. On va voir avec notre bébé. Oh, ben, garde, ouais! Ça a l'air que Rosalie, la femme à Jacques, à Phileas, à Thomas, se prépare à accoucher. Oh, ben, faut bien que j'y aille. Bonne chance, Régina. Je prie pour vous autres. Oh, merci, là. Ah,
Ça, prier, je l'ai fait en masse dans ma vie. J'ai prié le bon Dieu tous les chances que j'ai eues. Je suis sûre que c'est ma grande foi qui a assuré ma place au paradis. Ah, j'allais à la messe à chaque matin. J'ai jamais manqué une confère. Et je ramassais même les argents pour les médailles miraculeuses, comme que Régina avait sur sa corde. Puis, j'ai fait ma prière du soir à chaque soir. Quand j'embaumais, je disais le rosaire. Ça, c'est 3 chapelets au complet. Ah, c'était le moins que je pouvais faire pour les pauvres âmes. Ça nous a aidé à monter au paradis plus vite. Oh ben, écoutez, c'est la musique à bouche à Hervé. Lui a des choses à nous raconter. Venez-vous-en. Hey, Hervé! Hervé, je te donne la visite! Ah oui, je connais du monde! Ah, Je te rencontrer. OK. Je comment qu'ils sont ici pour voir comment est-ce que je vivais dans le temps. C'est juste ça. Moi, je m'appelle Hervé Bourgeois, le garçon d'Alphée Bourgeois puis d'Herméline Godet. Je suis né le 11 de juin 1904 à Scodo, pas trop loin d'ici. J'ai fait ma petite jeunesse. Quand j'ai grandi, j'ai rencontré cette belle fille ici qui s'appelait Marie. Marie, c'était une fille à Georges Godet, d'Arcélie, Légère. Elle est venue d'ici, de Morocco. Mais moi et Marie, on s'est mariés le 12 de novembre 1929. Et on s'est installé ici, à Morocco. Moi, je la trouve assez belle, Marie. On a eu 8 enfants. 6 filles et 2 garçons. Hein? Avec une famille à la maison, j'ai travaillé. J'ai eu toutes sortes de petits jobs, là, ici et là. La job que je suis plus proud de, que j'ai gardé plus longtemps, c'était de passer la mille. J'ai passé la mille pour 26 années. Hein? Je décollais de chez nous, on restait à McGinley, vers 8h, 8h30 le matin. On allait à la post office à Morocco. Là, il fallait tout que je divise mes enveloppes de la manière que les maisons venaient dans le chemin. Et là, je décollais dedans. Après ça, là, je montais. Là, je commençais dessus Georges Bourgeois. À McGinley, au fait de la butte. Là, je montais toute la rétérière. Ensuite, je m'en revenais, je prenais le petit Dover, je faisais tout le petit Dover jusqu'au bout du petit Dover. Ensuite, je virais ça par près d'en haut, puis j'allais jusqu'à sur Philippe Béliveau. Dessus Philippe, je m'en revenais sur mes pas au petit Dover, puis là, je faisais le monde de la montagne. Rendu au bout de la montagne, je virais ça par la droite, par Saint-Joseph, puis je faisais jusqu'à sur Noré Godet. Ça, c'était le cordonnier. De là, ma route, c'était fini. Là, j'avais ramassé toutes les enveloppes que le monde voulait mêler. Ça fait, j'allais back à la post office à Morocco, j'allais y amener le sac. Puis de là, je m'en allais chez nous. Tout le chemin que je vous ai dit, là, ensemble, faisait à peu près 25 000 de l'an. J'ai fait ça de toutes sortes de manières. En bicycle, avec une boîte de bois en avant, puis une boîte de bois en arrière, avec des sacs de mille dans chaque boîte. Je vous dis qu'il y a des buts, ça hachinait, ça pagaillait dur. J'ai eu des vieux cars, ça startait quand ça voulait. Des flat tires, comment je l'ai arrangé sur ma route. Il y avait une fois, la butte des Bishops, là, petit Dover, là, alentour du Maxime Assimia, là. On montait la butte, moi puis Marie, là. Quand on arrive à peu près halfway de la butte, là, tout ça a arrêté. Je débarque
Je vais pour ouvrir le hood. Je m'aperçois que le car commence à baquer. J'ai dit à Marie, saute! Marie a eu le temps de sortir, puis le car prend à baquer en bas de la butte. Oh my God! Ben, le plus beau souvenir que j'ai de passer la mine, c'était avec mon vieux cheval Peter. La raison que je dis mon vieux cheval, c'est que j'ai pu le garder pour des années. Il m'en a rendu des services, puis rain or shine, gros vent, de la neige. J'allais l'atteler le matin, là. Il était pareil, il voulait y aller. Parlant de la neige, ce matin-ci, ça neigeait. On décolle mon pipi. Qui est-ce que je rencontre sur mon chemin? Docteur Camille Godet. Il est arrêté avec son cheval. J'ai allô à lui, j'ai dit que le job, où tu vas dans une pareille tempête? Ben, il dit, je m'en vais à une telle maison, puis je vais accoucher une femme. Ben, mon cheval a de la misère dans la neige. Je halte ça à côté de lui, j'ai dit, Pete va te battre la trappe. Comme de fait. Pete casse la trappe, puis Docteur Camille puis son cheval nous ont suivis. On arrive à la maison, Docteur Camille était bien content. Il m'a remercié. Ben, je vous dis que c'est ça le plus proche que j'ai venu d'accoucher une femme. Une autre petite histoire pour Pete. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de boss d'école. Les enfants, ça marchait à 1000, à 1000 et demi, des fois 2000. Puis c'était ça de haut. Pas tout le temps. Ben, quand ça donnait, j'allais marcher au repi. J'allais faire embarquer 5-6 enfants dans le wagon, puis je les ai ramenés jusqu'à l'école. Ah, ça faisait pitcher. Ben, c'est pas je veux me braguer, là. Ben, Antoinette Leblanc, qui travaillait à la post office à Muramcook, elle avait écrit un livre. Puis, elle a écrit un livre sur ses 30 ans qu'elle a travaillé à la post office. Elle m'a dit une journée, elle dit, Hervé, elle dit, dans mes 30 ans de service, j'ai jamais vu une personne si courageuse, patient, puis tu te lamentes jamais. Ben, c'était vrai, parce qu'il y a des journées que j'arrivais chez nous, là, il avait mouillé toute la journée, fripé jusqu'aux os, je disais rien. Il y a des journées dans l'hiver, là, j'arrivais, les 2 pieds gelés, les mains gelées, m'assise au le poêle, je disais rien. J'ai même vu qu'il y a des fois que les enfants m'ont dit, « Pap, tu peux pas bien aller faire ça demain. » Ben, j'avais un job à faire, j'avais une famille à change, puis il y avait du monde qui se fiait sur moi pour avoir leur mail. En parlant du monde, à mes funérailles, c'est supposé que l'église était pleine. Moi, j'ai pas vu ça. Mais ceux-là qui sont venus me trouver après, ils m'avaient dit ça. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de monde. Ben, dans les 26 ans que j'ai fait la mille, j'en ai connu du monde. Ben, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai entendu ça. Aujourd'hui, ben, je veille sur mes enfants, mes petits-enfants, puis je suis sûr que eux pensent en moi aussi. Je suis parti d'ici le 3 novembre 1979. J'avais 75 ans. C'est pas vieux. Là, j'étais fatigué d'avoir travaillé toute ma vie. Aujourd'hui, ben, je me repose. Puis ça me donne chance à pratiquer ma musique à bouche. Hey, si vous passez bien dans le bout, là, venez me voir, j'ai d'autres histoires pour vous autres. Ça, je suis sûre qu'il y en a des histoires, Hervé. Ben, regardons ça. C'est Albert, son voisin, qui s'en vient. Lui aussi reste à McGinley. Allô, Albert? Moi, je m'appelle Albert Béliveau. Puis, je suis né en 1894. Hey, ça fait plus que 100 ans à cette heure. Puis, je suis né à Gayton, l'autre bord de la rivière. Des Béliveau à Gayton, mais il n'y en a pas trop aujourd'hui. Je sais pas si vous savez, là,
ben moi, je m'ai intéressé aux chevaux toute ma vie. À l'âge de 7 ans, mon père m'a dit « Hey, mon garçon, c'est temps que tu apprennes à handler un cheval. » Puis dans ce temps-là, tu faisais sûr d'obéir tes parents. Puis quand ils parlaient, tu bougeais. J'ai tout de suite aimé ça. Moi, mon père, il achetait puis il vendait des chevaux. Alors, ça faisait partie de mon quotidien. Quand j'étais rendu à l'âge adulte, c'était le temps que je me trouve une job. Puis à ce temps-là, j'ai rencontré aussi la belle Mélanie Boudreau. On s'est mariés, puis on a eu 67 belles années ensemble. Là, après ça, je me trouve une job aussi en heure. Ça veut dire que les soirs et les fins de semaine, c'est ce temps-là que je traînais les chevaux. Avec 8 enfants, c'était malaisé des fois, mais je trouvais tout le temps du temps. Je faisais du harness racing. Ça veut dire que c'est moi qui les traînais, ces chevaux-là, puis je les connaissais. Puis il y en avait un que je connaissais bien. Il s'appelait Happy L. Puis lui, je peux vous dire tout de suite, il ne m'a jamais désappointé. Avec 27 départs, j'en ai gagné 27. Puis même qu'il était reconnu pour le meilleur pacer des maritimes. Il a même brisé des records à Charlottetown. Puis je l'ai racé partout. À Charlottetown, à Chatham, à Dorchester, à Saint-Jean, à Truro, à Halifax. Puis probablement que je n'oublie. Puis il y en a un autre que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Miramichi Fred. À un moment donné, il fallait que je les vende. Je les ai vendus tous les deux aux États-Unis. Puis j'ai eu un bon prix pour. En 1955, j'ai pris ma retraite. Et ça voulait dire que j'étais capable de faire mon hobby à plein temps. J'ai bâti une piste en arrière de chez nous. Puis j'étais dans ma grange, puis je traînais les chevaux à plein temps. Puis j'avais même pas de compte à rendre. Puis en plus de ça, ça me permettait de sortir de chez nous un petit peu, puis prendre un petit peu d'air fraîche. Puis ça donnait un break à ma belle Mélanie. Mais à l'âge de 87 ans, les enfants trouvaient que j'étais un petit peu trop vieux pour faire ça. Puis ils avaient peur que je fasse un accident puis que je me blesse. Hey, je les blâme pas. Ça veut dire que ça a été eux qui a été obligé de prendre soin de moi. Alors, j'ai pris ma deuxième retraite. C'est dans ce temps-là que j'étais capable de faire ça à plein temps quand même, mais je participais pas. J'ai même passé ma passion à mes enfants et à mes petits-enfants. Il y a une place à Dieppe qui s'appelle Champlain Raceway. C'est un Hall of Fame. Puis depuis 1988, je suis là. Je suis pas mal fier de ça. Mais moi, des éloges, ça me rentre par une oreille, puis ça me sort par l'autre. En tout cas, moi, je suis pas mal fier de ma vie. J'ai eu une bonne femme, des bons enfants, puis je peux remercier le bon Dieu pour ça, puis qui m'a donné la chance de faire mon hobby jusqu'à l'âge de 87 ans. Et je pourrais pas demander mieux. En tout cas, j'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais je sais qu'il y a d'autres mondes ici qui veulent vous raconter des histoires, alors je vais vous laisser y aller. À la prochaine. Allez, on va aller racer notre cheval. Attends, Ouais, j'y vais là. Richard. Bye, Marie. merci Bye. beaucoup, là. Ouais. Moi, j'ai embaumé pour 26 ans. Édouard, lui, il disait qu'il avait peur des morts. Ça fait que, quand on apprenait des nouvelles qu'il y avait quelqu'un de décédé, on envoyait les jeunes du village aller chercher les défunts. Parce que bon, une fois ici, Édouard a fallu y aller. Ça donnait que c'était cette bonne femme ici qui était morte. En haut de sa chambre, dans son lit, il avait trouvé mort. Quand ils sont arrivés là, ils ont réalisé que le panier ne montait pas l'escalier, c'est sur le toit. Ça fait Édouard a bien fallu monter en haut, puis descendre la bonne femme dans ses draps. Ben, elle était sur le bord grassette. Ça fait qu'en descendant l'escalier, son fort de culotte frappait la marche en descendant. Arrivé quasiment en bas, elle a un petit peu à la tête. Édouard a tout laissé ça aller, puis il court par de haut, puis ça m'a crié « Si elle fait petit, elle peut se lever puis marcher à la hearse! » On l'a tout le temps faragé pour ce là. Oh ben, il était ben bon en affaires, ben.
fallait pas y demander trop d'efforts. Oh! Il y a quelque chose ici. Oh non! C'est la poupée Anna! 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 Anna? Oh! Je suis sûre qu'Anna a quelque chose à nous raconter. Venez-vous-en. Je m'appelle Anna et je vais... Je m'appelle Anna et je vais vous parler de la grippe espagnole. La grippe, on pense, est arrivée par les guerriers qui revenaient de la Première Guerre mondiale. Les conditions n'étaient pas faciles pour ces jeunes hommes-là. Plusieurs étaient arrivés malades ou estropiés. Bien sûr, dans ce temps-là, on ne savait pas ce qui causait la maladie. Aujourd'hui, on le sait que c'est par les fluides du corps comme la salive. Tout le monde avait peur de la maladie dans ce temps-là. On les enterrait assez vite car on ne voulait surtout pas attraper ça. On ne voulait pas approcher ni vivants ni morts. Quand les soldats arrivaient malades, toute la famille attrapait la maladie. Tout le monde y passait. C'était triste. Le mucus se logeait dans les poumons. Pas moyen de s'en débarrasser. On acceptait notre sort car on savait qu'on allait au ciel. D'accord. C'est ça la partie que j'ai moins aimée de mon travail. Embaumer des enfants. Surtout moi, je n'avais pas eu. Oh, puis c'est encore pire quand c'était des accidents. Comme la petite fille de College Bridge qui est morte dans la grange à son père qui brûlait. Puis le petit Godette de la Hétérière qui s'est noyé dans le char à son oncle quand il a glissé dans la bon mois de novembre, une journée de novembre, parce que c'était glacé, puis qu'il est tombé dans le ruisseau à Moncton. Ah, puis il y avait la petite légère de Saint-Joseph. Et elle, c'est la glace qui avait tombé sur la tête, qui avait tombé de la cathédrale à Moncton. Ça, par exemple, c'est des souvenirs que j'aurais bien mieux aimé d'oublier. En bas, sentez-vous ça? C'est le pain frais de la boulangerie, le pain du collège. Ça doit être Vital qui va venir nous visiter. Ben oui, venez-vous-en. Vital, ça donne la visite. Comment ça va? Ça va, Vital? Oh oui, puis toi? Ah oui. Bon. Ça va tout ce beau monde-là. Nicole, vas-tu par là, toi? Nicole va aller par là. Nicole, il n'y a pas d'ici? Nicole, toi, tu vas par là, puis moi, je vais venir ici. Il faut que les gens se mettent debout là. Ouais. Ben, bonjour tout le monde. Un beau groupe que vous êtes ici aujourd'hui. Je pense bien que vous avez venu m'écouter parler à propos de mon métier de boulanger. Ben là, moi, premièrement, là, mon nom c'est Vital Béliveau. Je suis né en 1891 au Beaumont. Et moi, dans mon temps jeune, là, il n'y avait pas beaucoup de travail. Fait que j'ai décidé de m'enregistrer dans l'armée. On m'a envoyé dans les vieux pays. Ça, c'est en 1917. Mais comme vous savez, la Première Guerre mondiale est finie en 1918. Fait que j'ai juste resté là 1 an. Là, je m'en ai retourné.
Je m'ai cherché de l'ouvrage, j'ai travaillé un petit peu ici et là, mais une journée, j'ai entendu qu'on cherchait quelqu'un pour faire du pain au collège, juste là. Fait j'ai pensé, j'aime ça, moi, faire à manger, je vais aller voir si je peux pas. Peut-être j'aurai la chance d'avoir une job. J'ai arrivé, puis je l'ai eu, la job. Fait là, moi, des bons monts à Saint-Joseph, à tous les jours, je passais dans le village, puis j'ai rencontré une belle jeune femme, au nom d'Annie Godet. Moi, puis on s'est mariés le 24 juin 1925. On a eu 5 beaux enfants. Là, boulanger, là, ça dort pas tard les matins. J'étais debout à 4 heures tous les matins. Il fallait que je sois à l'ouvrage pour 5 heures. Puis en arrivant au travail, la première chose qu'on fait un petit ménage. Il faut qu'on soit propre. Là, par après, on va chercher nos ingrédients. On les pèse, on les mélange, on les prépare. Là, il faut les mêler puis préparer notre pâte. La pâte, ça se travaille, puis c'est dur. C'est pas facile. On n'a pas les machines qui avaient un temps. On n'a pas les machines ce temps-là qui avaient cette heure-là. Il faut les toutes faire à bras, fait que ça prenait des gros bras. Là, on faisait à manger pour les prêtres, les religieuses, les frères, puis les collégiens. Je ne sais pas si vous le savez, mais des collégiens, là, c'est des jeunes hommes. C'est étudié à la journée, puis ça fait des sports, puis ça mange. Fait qu'on était tout le temps occupés. Les collégiens, ils s'en allaient à la fin de l'année scolaire, puis ils parlaient de notre pain à leurs parents, leurs amis. Fait qu'on a commencé à entendre qu'il y avait une demande pour notre pain dans le public. Fait que c'est en 1945, on a décidé on va faire du pain pour le public aussi. Puis là, on était juste moi puis le frère Richard, puis ça prenait de la jeunesse pour nous aider. On ne pouvait plus fournir. Fait qu'on a embauché 2 beaux-frères, ils ont venu nous aider, puis ça allait bien. Mais une journée, le frère Richard, il s'est fait mal au dos, puis il ne pouvait plus faire le travail comme un temps. Fait qu'on était pris. Fait qu'il a demandé à un de ses neveux, Lorenzo, vous connaissez peut-être sous le nom de Baker. Lorenzo, lui, il a commencé à travailler, puis c'est moi qui a montré comment faire du pain. J'ai tout montré que je savais. On dirait qu'il l'avait, lui. Il était comme un naturel. Fait qu'on travaillait avec le public. Lui, il était bon avec le public. Puis c'est à l'âge de 65 ans que moi, je ne pouvais plus travailler. Fait que je m'ai retiré. Puis pas longtemps après ça, Lorenzo, lui, a déménagé la boulangerie à College Bridge. Croyez-le ou pas, il a même jusqu'à apporter le fourneau du collège à College Bridge. Nous autres, on utilisait un fourneau à bois, puis on faisait notre pain dans ça, puis c'est une recette secrète qu'on a pour notre pain. Je ne peux pas vous la dire. Lorenzo, lui, il a pris la boulangerie en main, puis il a fait la belle et grande entreprise que c'est aujourd'hui, puis ça va encore. Là, moi, après m'avoir retiré, j'ai continué à faire à manger à la maison. Je continue à faire mon pain. Annie, elle n'avait pas besoin de se casser la tête pour savoir comment faire à souper. C'est moi qui faisais le souper chez nous. En parlant d'Annie, elle est décédée en 1970. Et moi, je les suis en 1982. Ça fait c'est ça. C'est tout que j'ai à dire. Je vais vous laisser continuer les prochaines étapes. Puis rappelez-vous d'une chose. Du pain, c'est bon pour la santé. Mais faire le pain, c'est bon pour la santé. Bonne journée. Merci, Vital. De rien, de rien. Ah, il était pas mal vaillant, Vital, pour les collégiens. Mais il faut bien dire que les Pères Sainte-Croix, ils étaient là pour nous aider, nous autres tous les Acadiens. Par chance à eux. Par chance à eux pour la renaissance acadienne. Ils ont éduqué d'autres prêtres. Ils ont éduqué des enseignants. Ils ont éduqué on a eu des architectes, des médecins, des agronomes. C'est grâce au Père Sainte-Croix qu'on a des Acadiens dans le monde des affaires aujourd'hui. Puis, justement, ils ont décidé de rester parmi nous autres. Ils ont eu leur propre cimetière à eux, les Pères Sainte-Croix. Il doit y en avoir alentour, là. Ah, justement, j'en vois un des nôtres. C'est Pierre-André Bourque. Débutant. J'espère qu'il y a des choses à nous raconter. Bonjour, Pierre-André. Bonjour. T'as même du beau monde un matin. Ça a l'air ça, hein? Oui. Ils vont tous s'installer, là, puis tu pourras nous raconter.
Bon, ben, permettez-moi de vous conter un peu de mon histoire. Je suis né à Beaumont en 1854. D'une famille de 9 enfants. Mes parents, c'était Thaddée et Anne Bourque. J'ai fait mes études ici à Memramcook. Après ça, je rentre au collège Saint-Joseph parce que j'avais entendu dire que j'aimais beaucoup la musique. J'avais entendu dire qu'il y avait des cours de musique. Fait, déjà, je jouais dans la mandoline, de l'accordéon. Ça rentrait juste dans mes plans. J'ai fait mon cours à Saint-Joseph. Quand j'ai gradué, je me trouve à Pointe-l'Église, en Nouvelle-Écosse. Là, je faisais de la musique, je faisais l'orgue, puis je m'occupais de la fanfare. J'aimais beaucoup ça. Mais, je sais pas, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Puis là, j'ai décidé de rentrer au séminaire, me faire prêtre. Ah, là, je sais bien. Après que j'ai été ordonné, je m'en vais à Montréal pour un bout de temps. Là, ils m'envoient en mission au Bengale. Bengale, c'est un pays français. J'ai passé un bout de temps là. Là, je m'en reviens de nouveau en France. Et je reviens à Saint-Joseph. Mais arrivé à Saint-Joseph, il y avait déjà quelqu'un qui enseignait la musique. Il n'y a pas de place pour moi. Là, je m'en vais aux États-Unis. Je passe quelques années aux États-Unis. Là, je reviens à Saint-Joseph. Là, il y avait une place pour moi. Ah, que j'étais content. Je fais de la musique. J'étais assez heureux. J'ai commencé à composer des chansons. Je vous en aime quelques-unes, par exemple. Des chants que j'ai fait, Plainte et pardon, la Marseillaise acadienne, le Pêcheur acadien, la Fleur du souvenir et Évangeline. Mais, après ça, la maladie me frappe. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je suis mort en 1914. Mais par contre, la musique n'est pas morte avec moi. Vous allez en voir une preuve tantôt. On va jouer de mes chants. Mais vous savez, quand je joue de mes chants, là, dans ma tombe, là, oh, je voudrais danser, je voudrais faire beaucoup de choses. Bienvenue. Moi, je m'appelle le père Narcisse Hupier. Je suis né en 1810 à Fresny, en France. Comme tous vous autres, j'ai eu la chance d'aller à l'école.
J'ai bien été au collège parce que j'aimais beaucoup enseigner. À un moment donné, j'ai décidé que j'allais joindre les frères Saint-Joseph pour devenir prêtre. Parce que je voulais aider dans les vocations religieuses. Puis en même temps, eux autres payaient toutes mes études. Puis à un moment donné, les frères Saint-Joseph ont joint les frères Sainte-Croix. Puis ont décidé de m'envoyer au Canada. Puis quand ça a pris, c'était en 1812. Ça a pris 3 semaines à traverser l'Atlantique. On a eu deux grosses tempêtes. Vous pouvez vous imaginer comment pas de fun c'était. Quand on est arrivé à la Côte-Neige, à Montréal, qui est présentement à l'Oratoire Saint-Joseph. Là, c'était le frère André qui était là. Vraiment un bon prêtre. Puis là, en juin, le père Camille Lefebvre a décidé qu'il voulait m'envoyer à Memramcook. Je ne connaissais pas la place en tout. Et quand on est venu, on a passé à différentes places, on est arrivé à Memramcook. Quand on est arrivé là, les gens étaient assez contents de me voir. Ils étaient vraiment fiers de me voir. Ils m'ont même pris comme un saint. Là, je pouvais baptiser, confirmer, faire toutes les affaires qu'un prêtre pouvait faire. Mais une chose que je n'avais pas fait, je n'avais pas pris garde de moi-même. J'avais eu de l'argent, un héritage, j'avais demandé à mon évêque, mon supérieur, s'il avait le droit de prendre cet argent-là pour acheter du linge aux personnes qui n'avaient pas, parce qu'il faisait froid, puis il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas d'argent pour acheter du linge. Mais ça qui est arrivé, j'ai pris la pneumonie. Je n'ai pas pris garde moi-même. Puis là, ils m'ont décidé de m'envoyer à Indiana, aux États-Unis, à l'Université de Notre-Dame, où il y avait des Français canadiens qui étaient là après d'étudier. Mais ça n'a pas travaillé. Puis 2 mois après que j'étais malade, en 1873, je suis mort, j'avais 63 ans. Puis ce temps-là, ben, les prêtres, ils les envoyaient en Québec, enterrés, parce qu'il n'y a pas de cimetière ici. Mais il y a eu 2 gros miracles qui sont produits dans la paroisse. Puis les gens, quand ils ont vu ça, là, ils m'ont pris pour l'instant. Quand ils apportaient mon cercueil à College Bridge dans le train, avec un cheval, les gens de Memramcook ont arrêté le cheval, ils ont pris mon cercueil, puis ont été le caché dessous l'église, ici à Saint-Joseph. Ça a pris 7 ans. Quand ils ont décidé, quand le cimetière était fait ici, 7 ans après, ils ont sorti mon cercueil, ils m'ont enterré ici, après 7 ans. Et à ce temps-là, les pères Sainte-Croix, ils n'ont jamais pu me trouver. Que si vous regardez comme il faut, il y en a qui se passent à tous les jours des miracles. Puis comme que Père Dupier vous a dit, quand les gens me quelque chose à la tête, ils l'ont pas au pied. Oh, ben c'est comme mon Édouard. Croyez-vous qu'il a décidé d'aller en politique? Oui. Il a été MLA pour 3 mandats. C'était moi sa secrétaire. J'écrivais ses discours, puis je l'accompagnais quand il y avait des sorties avec des grosses cérémonies. Oh, j'ai bien été chanceuse dans ma vie. C'est en 1947 qu'il nous a fait bâtir notre première petite maison à nous autres. Une petite maison en briques. Je suis sûre que vous devez passer devant quasiment tous les jours. À l'encours en bas de la montagne. Oh. Il est ici, mon Édouard. Puis je repose à côté de lui. C'est en 1961 qu'on a célébré notre 50e anniversaire de mariage. Avec nos témoins, avec nous autres, Gaspard et Palmyre Bourque. Ah, je me rappelle, je portais mon beau collet de fourrure de renard. Parce que c'est nous autres qui les élevaient, les renards. Puis on les vendait pour la fourrure. Ah, je vous dis, j'ai été bien chanceuse dans ma vie. Je suis sûre que c'est toutes mes prières au bon Dieu qui ont fait en sorte que j'ai eu une si belle vie.
Mais, après prier, ça que j'aimais autant, c'était jouer mon piano. Ça a l'air qu'il y a encore un de mes pianos sur Laurie Melançon au village du Bois. J'ai un de mes neveux qui est décédé il n'y a pas longtemps, Réginald. Puis dans ces derniers jours, il a appelé Laurie. Puis elle demande à Laurie, jouerais-tu une petite toune là, sur le piano, là? Puis je vais l'écouter à travers du téléphone. Tout d'un coup, Laurie s'aperçut que Réginald broyait. Ça fait qu'il a arrêté de jouer, puis il a dit, il dit, qu'est-ce que c'est que ça, Réginald? Joue-tu si mal que ça? Réginald dit non. Il dit, c'est des larmes de joie. Il dit, c'est assez beau d'entendre le piano à ma tante Marie. Oh, je vous dis, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça. On arrive maintenant au petit cimetière des religieux de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il n'y a pas seulement les Pères Sainte-Croix qu'on a place ici. Les religieuses ont fait beaucoup pour la communauté acadienne. Ils ont enseigné nos filles, puis il y en a plein qui sont entrés en communauté. Puis il y en a d'autres qui sont devenus des enseignantes grâce à eux. Justement, j'en vois une. Oh, bonjour Marie-Édouard. Sœur Marie-Édouard. Je t'amène du beau monde aujourd'hui. Bien que plusieurs d'entre vous me connaissez comme Sœur Marie-Édouard, sachez que mon nom à la naissance est Philomène Béliveau. Je suis née le 5 février 1855. Je suis la fille de Francis Jean Béliveau et de Madeleine Landry. Je grandis dans le village des Pierres-à-Michel, dans la belle paroisse de Saint-Thomas, ici à Memramcook. À l'adolescence, mon père veut me faire instruire. Comme la coutume du temps, on doit nous envoyer à Miscouche, à l'île du Prince-Édouard, puisqu'il n'y a rien ici pour les filles. Lorsqu'il est allé partager les intentions au curé, le curé, lui, avait d'autres plans pour Philomène. Il voulait ouvrir la première école primaire ici à Saint-Joseph. Et il voulut que je devienne la première institutrice. J'y enseigne pendant 10 mois. C'est le père Camille Lefebvre qui est le fondateur en 1873. En 1878, j'entre au noviciat des SS de la Charité au Nouveau-Brunswick. 2 ans après, je deviens la fondatrice du couvent de l'Immaculée Conception. Avec ma jeunesse et toute ma ferveur, je me dévoue corps et âme à l'éducation tant négligée ici en Acadie. J'accueillais des jeunes filles de 14 et 15 ans qui ne pouvaient ni lire et ni écrire. J'ai su leur inculquer les grandes sciences, et ce, pendant 40 ans, et j'en suis fière. En 1884, je me joins au pensionnat Notre-Dame du Sacré-Cœur, pour ensuite, 2 ans après, devenir fondatrice du couvent de Moncton. En 1889, je travaille au salut des âmes. Sachez que mon enseignement a toujours été empreint d'un sentiment religieux et que la catéchèse a toujours été ma branche préférée. J'ai rendu l'âme le 11 avril 1928 et je repose en paix ici depuis.
vous assure que je rends grâce pour mon éducation. C'est grâce à ça que j'ai pu écrire les discours à Édouard, m'occuper de la papeterie du salon funéraire. Il y avait même des gens qui venaient de partout me demander d'écrire des lettres pour eux, pour rentrer aux États, pour aller se faire opérer, ou même d'autres documents de gouvernement. Je me considère chanceuse que j'ai pu faire ça pour eux. Ben c'est ça. On arrive à la fin de notre trajet. J'espère que vous avez appris un petit peu d'histoire de notre belle vallée, ici dans notre cimetière. Oh. J'ai aussi écrit un journal. Un journal qui est conservé aux archives du Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton. J'écrivais presque à chaque jour. Quand vous avez du temps, vous pouvez lire ça. Puis, vous viendrez encore nous visiter, hein? Nous autres, on ne se trouve pas beaucoup.